Je m'appelle Mackenzie, et à 31 ans, je ne m'attendais pas à ce que ma vie devienne une histoire édifiante sur la confiance. Le mois dernier, j'ai vendu ma start-up technologique pour 20 millions de dollars, prête à acheter la maison de mes rêves avec une offre de 10 millions de dollars en espèces. Ayant grandi avec ma mère célibataire en difficulté, Diane, et ma jeune sœur, Rebecca, je pensais savoir ce que signifiait la famille. Alors, quand j'ai eu besoin d'un endroit sûr pour l'argent liquide pour une nuit, j'ai choisi la maison de ma mère. Le lendemain matin, ma mère et ma sœur avaient disparu avec l'argent, ne laissant qu'un mot au cœur. Si vous vous demandez pourquoi je souris, restez avec moi. Avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour voir comment j'ai transformé cette trahison en la plus douce des vengeances. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. J'ai grandi dans un appartement exigu de 2 chambres à Portland, avec un papier peint qui s'écaillait et un problème de moisissure persistant. Maman faisait des doubles services au restaurant local, rentrant à la maison avec les pieds enflés et l'odeur permanente de graisse accrochée à son uniforme. L'argent était toujours un problème. Noël signifiait un cadeau modeste, les anniversaires étaient célébrés avec un gâteau fait maison, et les vacances n'existaient tout simplement pas dans notre vocabulaire. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que l'éducation était ma porte de sortie. Pendant que les autres enfants jouaient après l'école, j'étudiais. Quand mes camarades de classe allaient à des fêtes le week-end, je travaillais à temps partiel à l'épicerie locale, économisant chaque centime. Ma détermination frisait l'obsession. Je me souviens de ma conseillère d'orientation au lycée, Madame Patterson, me disant « Mackenzie, tu travailles comme si quelqu'un te poursuivait. » Et d'une certaine manière, quelque chose me poursuivait, la peur de rester piégé dans le cycle de la pauvreté. Mes efforts ont payé lorsque j'ai reçu une bourse d'études complète pour le MIT. Même alors, je cumulais 2 emplois à temps partiel pour couvrir mes frais de subsistance. Je survivais avec des nouilles ramen et des événements gratuits sur le campus, renvoyant le peu que je pouvais épargner à la maison pour aider maman et Rebecca. Ces années d'université ont été un tourbillon de cours magistraux, de marathons de codage et de garde de nuit à la bibliothèque du campus. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste de développeuse junior dans une petite entreprise technologique. En 2 ans, j'avais développé suffisamment de relations dans le secteur et de confiance en moi pour me lancer à mon compte. Ma start-up, SecureFlow, était spécialisée dans les logiciels de chiffrement pour les institutions financières. Nous avons eu du mal au début, des journées de travail de 18 heures, des cartes de crédit utilisées au maximum de leur plafond et la terreur constante de l'échec. Mais dès notre 3e année, nous avions obtenu des clients importants et commencions à réaliser des profits significatifs. Tout au long de ce parcours, ma relation avec ma mère, Diane, est restée compliquée. En surface, elle semblait me soutenir, me félicitant pour mes réussites et parlant fièrement de mon succès à ses amis. Mais il y avait des moments où je surprenais une lueur de quelque chose d'autre dans ses yeux, du ressentiment, peut-être. Quand je partageais avec enthousiasme une percée professionnelle, elle écoutait en silence avant de changer de sujet pour parler des difficultés de Rebecca ou de ses propres problèmes de santé. À mesure que mon entreprise grandissait, je me suis assuré de partager mon succès. J'ai acheté à maman une maison modeste mais confortable de 3 chambres dans un bon quartier, avec un jardin qu'elle avait toujours voulu. J'ai remboursé ses dettes médicales et mis en place une allocation mensuelle suffisamment généreuse pour qu'elle puisse enfin quitter son travail de serveuse. Elle acceptait tout avec un sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux, disant des choses comme « Eh bien, je suppose que toutes ces années de sacrifice en valaient la peine, ou au moins une de mes filles a fait quelque chose de sa vie. » Rebecca avait 5 ans de moins que moi et semblait allergique à toute forme de responsabilité. Alors que j'avais été déterminé et concentré, elle dérivait dans la vie, abandonnant le collège communautaire après un semestre, enchaînant les emplois dans le commerce de détail, et ayant toujours des problèmes avec ses amis ou ses petits-amis. Maman lui trouvait des excuses sans fin, elle est juste en train de se trouver, ou tout le monde ne peut pas être aussi concentré que toi, Mackenzie. Ces dernières années, la dépendance financière de Rebecca avait augmenté. Tous les quelques mois, il y avait une urgence, des réparations de voitures, un loyer en retard, des factures médicales inattendues. J'envoyais toujours de l'argent, même si je suggérais parfois une orientation professionnelle ou proposais de l'aider à trouver un emploi plus stable. Ces suggestions étaient généralement accueillies par des appels téléphoniques en larmes à maman sur le fait que je me croyais meilleur que tout le monde. À Thanksgiving dernier, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Rebecca sortait constamment pour prendre des appels téléphoniques, parlant à voix basse. Quand j'ai posé des questions à ce sujet,
maman est intervenue pour dire que Rebecca voyait enfin quelqu'un de prometteur. Le sujet a été rapidement changé. En y repensant maintenant, j'aurais dû prêter plus d'attention aux regards secrets qu'elles échangeaient. Malgré ces courants sous-jacents, je n'ai jamais douté de leur amour. Nous étions une famille, après tout. Quand l'offre d'acquisition de SecureFlow pour 20 millions de dollars est arrivée, elles ont été les premières personnes que j'ai appelées. Maman a pleuré et a dit qu'elle était fière. Rebecca a poussé un cri aigu et a demandé si cela signifiait que je pouvais l'aider à ouvrir la boutique dont elle parlait. J'étais trop prise par ma propre excitation pour remarquer à quelle vitesse leurs pensées se sont tournées vers ce que mon succès signifiait pour elles. Le processus d'acquisition a pris des mois de négociations, d'examens juridiques et de paperasse. Pendant tout ce temps, je rêvais de la maison que j'avais repérée dans les collines surplombant la ville, une merveille architecturale moderne avec des murs de verre, une piscine à débordement et suffisamment d'espace pour enfin avoir un vrai bureau à domicile et des chambres d'amis pour les visites familiales. À 28 millions de dollars, c'était extravagant, mais je prévoyais d'offrir 10 millions de dollars en espèces pour devancer les autres acheteurs intéressés. Ma vie semblait parfaite. La technologie de mon entreprise allait toucher plus de gens sous sa nouvelle direction, j'avais une sécurité financière au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer en grandissant, et j'étais sur le point d'acheter la maison de mes rêves. J'étais même fiancé à Jason, un ingénieur en environnement gentil et pragmatique qui m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Je n'avais aucune idée de la rapidité avec laquelle tout allait s'effondrer. Le jour où je suis entré dans la Pacific Northwest Bank pour retirer 10 millions de dollars reste gravé dans ma mémoire. Le directeur de la banque privée, Monsieur Thompson, un homme dégarni avec des lunettes rondes et des sourcils perpétuellement froncés, ne pouvait cacher son inquiétude. Mademoiselle Walker, je vous déconseille fortement de faire cela, dit-il, tapotant nerveusement son stylo Mandblank contre son portefeuille en cuir. Un virement bancaire est la norme pour les transactions immobilières de cette ampleur. L'argent liquide présente des risques inutiles. J'avais anticipé cette résistance. Je comprends votre inquiétude, Monsieur Thompson, mais cette propriété a plusieurs acheteurs intéressés. Une offre en espèces me donnera l'avantage dont j'ai besoin. Le vendeur a spécifiquement mentionné préférer l'immédiateté de l'argent liquide. Il se pencha en avant, baissant la voix comme s'il partageait un secret. Même si c'est le cas, nous parlons de 10 millions de dollars en monnaie physique. Cela représente 200 000 billets de 50 dollars. Cela remplirait plusieurs grands sacs de sport et pèserait environ 10 kg par million. J'ai fait mes recherches. J'en suis consciente. J'ai pris des dispositions pour qu'une sécurité privée m'accompagne directement à un lieu sécurisé. L'argent ne sera en ma possession que pendant 48 heures au maximum avant la réunion de clôture. Après près d'une heure d'échange similaire et la signature de multiples décharges de responsabilité, Monsieur Thompson a commencé le processus à contre-cœur. J'ai dû attendre 3 jours ouvrables pour que la banque prépare un retrait d'espèces aussi important, il devait faire venir des fonds des réserves régionales, un fait qui n'a fait que renforcer ma conviction qu'une offre en espèces impressionnerait les vendeurs. Quand j'ai parlé de mon plan à Jason ce soir-là lors d'un dîner dans notre restaurant italien préféré, sa réaction a été le reflet de celle de Monsieur Thompson. Mackenzie, c'est de la folie, dit-il en posant sa fourchette, c'est peine à la vodka oubliée. Tu te mets en danger. Et si quelqu'un te suivait depuis la banque? Et s'il y avait un vol? J'ai engagé l'entreprise de sécurité de Kyle, ai-je rétorqué, faisant référence à mon ami d'université qui dirigeait une entreprise de sécurité personnelle. 2 gardes armés m'escorteront de la banque à la maison de maman. L'argent sera dans son coffre-fort pour la nuit, puis les gardes m'accompagneront à la clôture. Pourquoi le coffre-fort de ta mère? Pourquoi pas un coffre-fort de banque? Ses yeux bruns reflétaient une véritable inquiétude. Les coffres-forts de banque ont des limites de taille. De plus, le coffre-fort de maman est pratiquement une chambre forte. Je l'ai fait installer pour elle il y a 3 ans quand elle a commencé à collectionner ces ridicules figurines en porcelaine qui l'inquiètent tant. Jason passa une main dans ses cheveux sombres, un geste que je savais être le signe de sa frustration. C'est inutile, Mac. Les virements bancaires existent pour une raison. Les Richardson ont vu 3 offres échouer à cause de problèmes de financement. L'argent liquide signifie la certitude. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. J'ai tendu la main vers la sienne par-dessus la table. C'est juste pour une nuit, et ensuite nous aurons la maison de nos rêves. Il serra ma main mais n'avait pas l'air convaincu. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu ne veux pas que je vienne avec toi.
Parce que tu as cette présentation importante pour le projet de restauration de la rivière. Ce n'est qu'une nuit. Je serai en parfaite sécurité chez maman. 2 jours plus tard, je me tenais dans une salle privée de la Pacific Northwest Bank pendant que 2 caissiers comptaient 10 millions de dollars devant moi. L'argent était placé dans des sacs spéciaux, inviolables, qui étaient ensuite chargés dans 3 sacs de sport banal. Comme promis, Kyle avait envoyé 2 de ses meilleurs hommes, Trevor, un ancien policier militaire, et Marcus, qui avait travaillé dans la protection rapprochée de dirigeants. Le trajet jusqu'à la maison de maman s'est déroulé sans incident. Nous avons pris un itinéraire indirect, changeant souvent de voie pour nous assurer que nous n'étions pas suivis. Trevor conduisait tandis que Marcus était assis à côté de moi sur la banquette arrière, sa main jamais loin de son arme dissimulée. Quand nous sommes arrivés à la modeste maison de banlieue de maman, ses yeux se sont écarquillés à la vue de l'équipe de sécurité. Rebecca était là aussi, soi-disant pour aider maman à se préparer pour une réunion du club de jardinage. Je réalise maintenant que ce n'était qu'un autre mensonge. Mon Dieu, Mackenzie, dit maman alors que Trevor et Marcus transportaient les sacs à l'intérieur. Toute cette sécurité est-elle vraiment nécessaire? 10 millions de dollars, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, ai-je répondu, dirigeant les hommes vers le bureau où se trouvait le coffre-fort. Le coffre-fort était encastré dans le mur derrière une bibliothèque coulissante, un peu théâtrale, mais maman avait insisté sur cette caractéristique cachée quand je l'avais fait installer. C'était un équipement sérieux, ignifuge, avec une serrure électronique et un système de clés de secours. Il pouvait facilement contenir les 3 sacs de sport avec de la place en plus. Alors que Trevor et Marcus plaçaient l'argent à l'intérieur, je n'ai pu m'empêcher de remarquer maman et Rebecca qui planaient dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur les sacs. À l'époque, j'ai interprété leur intérêt comme une curiosité naturelle. Maintenant, je comprends que c'était quelque chose de bien plus calculateur. Nous viendrons vous chercher demain à 9 h, dit Trevor alors qu'il se préparait à partir. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit avant. Après leur départ, une tension étrange a rempli la maison. Maman s'affairait dans la cuisine, préparant le dîner avec un enthousiasme inhabituel. Rebecca m'a assailli de questions sur la maison que j'achetais, son emplacement, et si je prévoyais d'y installer un coffre-fort similaire. Pendant le dîner, maman a posé des questions auxquelles elle n'avait jamais montré d'intérêt auparavant. Alors, cet argent, dit-elle en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. C'est tout en liquide? Pas de chèque ou quoi que ce soit. Oui, tout en liquide. Des billets de 50 $, pour la plupart, ai-je répondu entre 2 bouchées. Et la banque te laisse juste sortir avec autant, demanda Rebecca, sa voix plus aiguë que d'habitude. Pas exactement. Il y a eu tout un processus, et comme vous l'avez vu, j'ai engagé une sécurité. Maman hocha la tête d'un air songeur. Et ces gens demain, ils s'attendent à de l'argent liquide? Ils ne trouveront pas ça étrange. Le monde de l'immobilier fonctionne différemment à ce niveau, ai-je expliqué. Les offres en espèces en disent long, surtout pour des propriétés comme celle-ci. Plus tard dans la soirée, maman a reçu un appel téléphonique qu'elle a pris dans sa chambre, porte fermée. Quand elle est revenue, ses joues étaient rouges. Tout va bien, ai-je demandé. Oh, juste Elena du club de jardinage, qui confirme la réunion de demain, dit-elle, sans tout à fait croiser mon regard. J'ai dormi dans mon ancienne chambre cette nuit-là, le lit simple inconfortable pour ma taille d'adulte. Vers minuit, j'ai cru entendre des chuchotements dans le couloir mais j'ai mis cela sur le compte de mon imagination ou peut-être de maman qui venait voir comment j'allais comme elle le faisait quand j'étais enfant. Si j'avais su que ce serait la dernière nuit normale de ma vie, j'aurais peut-être prêté plus d'attention aux signes, l'intérêt inhabituel pour l'argent, les appels téléphoniques secrets, l'excitation subtile qui semblait vibrer dans la maison. Au lieu de cela, épuisé par le stress du retrait et de l'achat à venir, je suis tombé dans un sommeil profond, complètement inconsciente de ce que le matin apporterait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux délavés de ma chambre d'enfant. Pendant un instant, je me suis senti comme une adolescente à nouveau, prête à affronter une autre journée de lycée. Puis la réalité m'a envahi. J'avais 31 ans, j'étais sur le point d'acheter la maison de mes rêves, et j'avais 10 millions de dollars enfermés dans le coffre-fort de ma mère. La maison était exceptionnellement silencieuse. Normalement, maman serait dans la cuisine à 7 heures, l'odeur du café et du pain grillé remplissant l'air. J'ai vérifié mon téléphone, 7h45, largement le temps avant que Trevor et Marcus n'arrivent à 9 h. Maman, ai-je appelé, marchant dans le couloir en pyjama. Pas de réponse.
J'ai frappé à la porte de sa chambre. N'obtenant aucune réponse, je l'ai poussé pour trouver le lit fait, comme s'il n'avait pas été utilisé. Étrange, mais pas alarmant. Peut-être était-elle partie tôt pour sa réunion du club de jardinage. Rebecca, ai-je essayé, en frappant à la porte de la chambre d'amis. Encore une fois, le silence. Un sentiment de malaise a commencé à m'envahir alors que je me dirigeais vers le bureau. La bibliothèque qui dissimulait le coffre-fort était légèrement entr'ouverte. Je l'ai fait glisser complètement, mon rythme cardiaque s'accélérant. La porte du coffre-fort était ouverte, son contenu avait disparu. Non. Les sacs de sport, pas de 10 millions de dollars, rien. Non, 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 ai-je murmuré, ma voix s'élevant à chaque répétition jusqu'à ce que je crie « non ». J'ai parcouru la maison en trombe, vérifiant chaque pièce, chaque placard, comme si l'argent manquant pouvait se cacher quelque part. Dans la cuisine, j'ai trouvé une note posée contre la cafetière, écrite de l'écriture soignée de ma mère, Mackenzie, « Merci pour ton argent. Maintenant, nous pouvons vivre la vie de nos rêves. N'essaie pas de nous retrouver. Maman et Rebecca. » Mes jambes ont flanché et je me suis effondré sur le sol de la cuisine, la note serrée dans ma main tremblante. La pièce semblait tourner autour de moi alors que la vérité s'installait dans mes entrailles comme un bloc de glace. Ma propre mère et ma sœur avaient volé mon argent et s'étaient enfuies. J'ai cherché mon téléphone à tâtons et j'ai appelé Jason, à peine capable de former des phrases cohérentes à travers mes sanglots. Elles sont parties. L'argent, tout. Elles ont tout pris, ai-je réussi à articuler. Mackenzie, calme-toi. Qui est parti? Que s'est-il passé? Sa voix était pâteuse de sommeil, je l'avais réveillée. Maman et Rebecca. Elles ont volé l'argent. 10 millions de dollars, Jason. Elles ont vidé le coffre-fort et ont disparu. 20 minutes plus tard, Jason a fait irruption par la porte d'entrée, portant toujours le pantalon de survêtement et le t-shirt du MIT dans lesquels il dormait, les cheveux en désordre et les yeux fous d'inquiétude. Il m'a trouvé assise à la table de la cuisine, fixant mon téléphone d'un air absent. Je les ai appelés 16 fois, ai-je dit sans lever les yeux. Le téléphone de maman tombe directement sur la messagerie vocale. Celui de Rebecca sonne une fois, puis se déconnecte. Elles m'ont bloqué. Jason s'est agenouillé à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. Nous devons appeler la police. Tout de suite. Les heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard. 2 agents de patrouille sont arrivés en premier, suivis par la détective Sarah Martinez, une femme aux yeux vifs avec des cheveux poivre et sel tirés en une queue de cheval serrée. Elle a pris des notes détaillées pendant que j'expliquais la situation, son expression ne trahissant rien. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, dit-elle après que j'ai terminé. Vous avez volontairement apporté 10 millions de dollars en espèces à la maison de votre mère, les avez placés dans son coffre-fort, et maintenant votre mère et votre sœur sont partis, ainsi que l'argent? Présenté comme ça, cela semblait incroyablement naïf. J'ai hoché la tête, la honte me brûlant les joues. Et vous avez des documents pour ce retrait d'espèces? Je lui ai montré les reçus de la banque et les décharges de responsabilité sur mon téléphone. Elle a photographié chacun d'eux, puis a demandé, avez-vous des raisons de croire qu'elle préparait cela? Un comportement inhabituel récemment? Rien de concret, ai-je admis. Elle semblait intéressée par l'argent, mais c'est naturel, n'est-ce pas? 10 millions de dollars en espèces, ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. L'expression de la détective Martinez s'est légèrement adoucie. Mademoiselle Walker, je vais être honnête avec vous. C'est une situation complexe. Parce que vous avez volontairement apporté l'argent à la maison de votre mère et l'avez placé dans son coffre-fort, on pourrait potentiellement argumenter qu'il s'agissait d'un cadeau ou d'un arrangement financier familial qui a mal tourné. Un cadeau? J'achetais une maison. Elle le savait. C'était du vol. Je comprends, et nous mènerons une enquête approfondie. Mais vous devriez vous y préparer. Les affaires familiales impliquant de l'argent peuvent être difficiles d'un point de vue juridique. Après le départ de la détective, qui a promis de lancer une alerte pour ma mère et ma sœur, Jason m'a tenu dans ses bras alors que j'alternais entre sanglots et rage. Qui fait ça, n'arrêtais-je pas de demander. Quel genre de mère vole sa propre fille? Mon téléphone a sonné avec un message texte d'un numéro inconnu. Les mains tremblantes, je l'ai ouvert pour trouver une photo de maman et Rebecca montant à bord de ce qui semblait être un avion privé, toutes deux portant de grandes lunettes de soleil et de larges sourires. Le message disait « J'ai toujours voulu voler en jet privé.
Merci de l'avoir rendu possible. 5 minutes plus tard, une notification de messagerie vocale est apparue. C'était de Rebecca, utilisant probablement un téléphone prépayé. Salut, sœurette, sa voix dégoulinait d'une fausse douceur. Je parie que tu paniques en ce moment. Eh bien, remets-toi. Tu as tout eu sur un plateau d'argent toute ta vie pendant que maman sacrifiait tout. Toutes ces années à te regarder réussir pendant que je luttais, cet argent, c'est notre tour. Tu peux gagner 10 autres millions avec ton grand cerveau, mais c'est notre seule chance. Ne te donne pas la peine de nous chercher. Au moment où tu entendras ça, nous serons dans un pays sans traité d'extradition. Je t'aime. La cruauté désinvolte de ces paroles a été comme des coups physiques. M'avait-on vraiment tout donné sur un plateau? J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pendant des années, pris d'énormes risques avec mon entreprise, et toujours partagé mon succès avec elle. J'avais acheté une maison à maman, payé ses factures, aidé Rebecca d'innombrables fois quand elle avait des problèmes financiers. Elles ont planifié ça, ai-je murmuré, la prise de conscience m'envahissant. Ce n'était pas opportuniste. Elles ont vu les nouvelles sur l'acquisition de l'entreprise il y a des mois et ont commencé à planifier à ce moment-là. Jason arpentait le salon. Nous devrions rappeler la détective Martinez, lui parler du texto et du message vocal. J'ai hoché la tête, engourdi, essayant toujours de digérer l'ampleur de la trahison. Ma propre mère et ma sœur, les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, les personnes que je pensais m'auraient toujours soutenu. Elles avaient vu mon succès non pas comme quelque chose à célébrer mais comme quelque chose à exploiter. Alors que Jason appelait la détective, une autre pensée terrible m'a frappé, la maison de mes rêves, l'achat qui était censé avoir lieu aujourd'hui. Il me manquait maintenant 10 millions de dollars sans aucun moyen de les remplacer à temps. La vie que j'avais travaillé si dur à construire s'effondrait autour de moi, et le pire était que les personnes qui l'avaient détruite étaient celles-là même que j'avais le plus essayé d'aider. Les jours suivants se sont confondus en un brouillard d'interrogatoires de police, de consultations d'avocats et de nuits blanches. La détective Sarah Martinez est devenue une présence constante, son professionnalisme compatissant offrant un petit point d'ancrage dans la tempête qu'était devenue ma vie. Nous avons confirmé qu'elles sont parties sur un vol charter privé pour les îles Caïmans, m'a-t-elle informé 3 jours après le vol, assise en face de moi à ma table de cuisine. De là, nous pensons qu'elles ont pris un autre vol, mais nous traçons encore ce mouvement. Comment ont-elles même pu organiser un vol privé, ai-je demandé, berçant une tasse de café dont je ne sentais pas le goût. Votre sœur a contacté un service de charter il y a 2 semaines. Elles ont payé en espèces probablement une partie de votre argent et ont utilisé de fausses pièces d'identité. Très méthodique. Elle a hésité avant d'ajouter, ce niveau de planification suggère qu'elles ont peut-être eu de l'aide. Quel genre d'aide? Nous examinons certaines relations que votre mère semble avoir nouées récemment. Il y a des preuves qu'elle était en contact avec des individus connus pour faciliter ce type de disparition. L'implication m'a frappé comme un coup physique. Vous voulez dire que ma mère parlait à des criminels, en train de planifier ça? L'expression de la détective Martinez est restée neutre. Nous avons trouvé des recherches sur son ordinateur pour des pays sans traité d'extradition datant de 3 mois. Il y avait aussi des échanges de courriels chiffrés que nous essayons encore de décoder. C'était comme découvrir qu'une étrangère avait vécu dans la peau de ma mère. La femme qui m'avait fait la morale sur le fait de rendre la monnaie supplémentaire lorsqu'un caissier faisait une erreur avait comploté un vol de plusieurs millions de dollars pendant des mois. Et les parents? Pourrait-elle être chez de la famille quelque part, a demandé la détective Martinez. J'ai secoué la tête. Maman a une sœur en Arizona, tante Pamela, mais elles ne se sont pas parlé depuis des années après une dispute. Rebecca a mentionné une fois des cousins en Floride, mais je ne les ai jamais rencontrés. La détective a pris une note. Nous allons enquêter sur les deux. Même une famille éloignée peut devenir attrayante quand il y a de l'argent en jeu. Après son départ, j'ai appelé Richard Bennett, l'avocat de la famille qui s'était occupé des contrats de mon entreprise et de mes affaires personnelles pendant des années. Sa réponse à la situation a été brutale. C'est du vol, pur et simple, a-t-il déclaré fermement lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau du centre-ville. Les documents de la banque établissent clairement que l'argent était à vous, retiré dans un but précis. Votre mère n'y avait aucun droit. La détective Martinez a mentionné que cela pourrait être compliqué parce que je l'ai mis volontairement dans le coffre-fort de maman, ai-je dit. Richard a enlevé ses lunettes, se pinçant l'arête du nez. Cela complique les choses, oui, mais ne change pas la nature fondamentale du crime. Cependant,
Poursuivre cette affaire à l'international sera difficile. Nous devons déposer des requêtes d'urgence, contacter les autorités dans les pays de destination probables, et geler tous les comptes sur lesquels elle pourrait transférer l'argent. Combien de temps tout cela prendra-t-il? Son expression m'a dit ce que je ne voulais pas entendre. Des semaines au minimum, peut-être des mois. Et même alors, le succès n'est pas garanti, surtout si elles ont planifié aussi soigneusement qu'il y paraît. J'ai quitté son bureau avec un sentiment croissant d'effroi. La procédure judiciaire serait longue, coûteuse, et pourrait finalement s'avérer vaine. Pendant ce temps, ma mère et ma sœur étaient libres, dépensant mon argent sans compter. Le bilan émotionnel devenait insupportable. J'ai commencé à voir le docteur Hélène Foster, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes et la trahison, 2 fois par semaine. Dans son bureau faiblement éclairé, entouré de plantes en pot et d'art abstrait, j'ai lutté pour articuler la profondeur de ma douleur. Je rejoue sans cesse chaque interaction, cherchant des signes que j'ai manqués, ai-je admis lors de notre 3e séance. Maman a-t-elle toujours été cette personne? M'a-t-elle toujours envié? Chaque « je t'aime » faisait-il simplement partie d'une longue arnaque? Le docteur Foster s'est légèrement penché en avant. L'esprit humain n'est pas conçu pour traiter une trahison de cette ampleur, surtout de la part de ceux que nous avons classés comme des personnes sûres. Cela remet en question toute notre compréhension de la réalité. Je leur faisais entièrement confiance, ai-je murmuré. Je leur aurais donné tout ce qu'elles demandaient. Pourquoi me voler? Certaines personnes développent des schémas de pensée déformés autour de l'argent et de l'équité. Elles ont peut-être créé un récit où elles méritent cela, ou prendre était justifié en raison de déséquilibres perçus. Cela ne le rend pas vrai, et certainement pas juste. Ces séances aidaient, mais seulement marginalement. Les cauchemars hantaient mon sommeil, des rêves où je poursuivais ma mère et ma sœur à travers des terminaux d'aéroports sans fin, toujours à quelques pas derrière. Je me réveillais en sursaut, trempé de sueur, cherchant Jason pour ne trouver que son côté du lit vide. Il avait pris l'habitude de dormir dans la chambre d'amis, affirmant que mon agitation l'empêchait d'obtenir le sommeil dont il avait besoin pour le travail. Notre relation était une autre victime du vol. Ce qui avait été un partenariat plein de chaleur et de compréhension devenait de plus en plus tendu. De petites disputes dégénéraient en disputes. Le silence s'étirait entre nous comme une distance physique. Tu dois commencer à penser à aller de l'avant, a dit Jason un soir, après que j'ai passé des heures au téléphone avec la détective Martinez à discuter d'une possible observation de ma mère à Singapour. Ça fait presque 4 semaines, Mackenzie. Aller de l'avant? Elles m'ont volé 10 millions de dollars. Je sais, soupira Teil, l'épuisement évident dans sa voix. Mais tu laisses ça te consumer. Tu n'as pratiquement pas quitté l'appartement, tu ne dors pas, tu ne manges pas correctement. Tu as refusé cette offre de consultation de Nextech. Parce que je ne peux pas me concentrer sur le travail en ce moment. C'est exactement ce que je veux dire. Toute ta vie est devenue une question de les retrouver. Il y a plus en toi que cette situation, Mac. Je ne pouvais pas lui faire comprendre que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était l'effondrement complet de ma réalité. Chaque souvenir d'enfance était maintenant souillé, chaque sacrifice que ma mère avait soi-disant fait pour moi remis en question. Pendant ce temps, l'enquête continuait de découvrir des détails troublants. Maman avait apparemment maintenu un compte de courriel secret pendant des années, dont je ne savais rien. La détective Martinez y a trouvé des communications avec Rebecca datant de 18 mois, discutant de ce qu'elles appelaient le plan. Il y avait des références à des visites de casino et à d'importantes dettes de jeu que ma mère avait accumulées à mon insu. Les relevés bancaires montraient qu'elle avait pris une 2e hypothèque sur la maison que je lui avais achetée, probablement pour couvrir ses dettes. Il y avait aussi des enregistrements de petits vols chez des employeurs précédents, rien d'assez grave pour déclencher des poursuites, mais établissant un schéma de malhonnêteté auquel j'avais été complètement aveugle. Le plus troublant était un dossier de documents que la détective Martinez a trouvé caché dans un vide sanitaire au-dessus du placard de maman. Il contenait des notes détaillées sur le processus d'acquisition de mon entreprise, des articles sur mon succès soigneusement annotés de l'écriture de ma mère, et une liste intitulée « Les faiblesses de Mackenzie ». En haut de cette liste, fais entièrement confiance à sa famille. Chaque découverte était un autre couteau se tordant dans une blessure déjà fatale. La mère que je pensais connaître, la femme qui avait fait des doubles services pour garder un toit au-dessus de nos têtes, qui s'était assise avec moi quand j'avais des cauchemars, qui avait rayonné de fierté à ma remise de diplôme universitaire, était une fiction soigneusement construite. Ou peut-être pire, elle avait été cette personne, mais quelque part en cours de route,
le ressentiment et la cupidité avaient corrodé tout l'amour qu'elle avait ressenti pour moi, ne laissant derrière elle que le calcul et l'opportunité. Alors que l'enquête s'étirait dans sa 6e semaine, les ramifications pratiques du vol devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Les vendeurs de la maison de mes rêves avaient accepté une autre offre. Les conseillers financiers que j'avais engagés pour m'aider à gérer ma nouvelle richesse posaient des questions inconfortables sur les fonds manquants. Des rumeurs circulaient dans la communauté technologique sur mon jugement et ma stabilité. Ma vie s'effilochait, fil par fil, et je ne voyais pas comment l'arrêter. 6 semaines après le vol, j'étais assise dans le bureau de la détective Martinez, l'espace désormais familier ne faisant rien pour adoucir le coup de sa dernière mise à jour. Les autorités singapouriennes ont trouvé l'hôtel où elles ont séjourné, mais elles sont parties il y a 3 jours, a-t-elle expliqué, faisant glisser des photos sur son bureau. Elles ont changé d'apparence. Je fixais les images de surveillance. Les cheveux gris de ma mère, auparavant mi-longs, étaient maintenant courts et teints d'un riche auburn. Rebecca était devenue blonde et portait des lentilles de contact colorées qui changeaient ses yeux bruns en bleu. Toutes deux avaient perdu du poids et portaient des vêtements de créateurs coûteux que je ne reconnaissais pas. Elles ne se ressemblent même plus, murmurai-je, traçant du doigt le visage de ma mère. La femme sur la photo était une étrangère avec la structure osseuse de ma mère. Elles utilisent les noms de Catherine et Emily Bradford. Nous pensons qu'elles ont acheté ces identités sur le dark web. Ce sont des contrefaçons élaborées avec des empreintes numériques remontant à plusieurs années. Comment est-ce possible? La détective Martinez se pencha en arrière dans son fauteuil. Avec assez d'argent, malheureusement, presque tout est possible. Le réseau avec lequel elle travaille se spécialise dans ce type de transformation d'identité. Il crée des pistes papier, des empreintes numériques, même des historiques sur les réseaux sociaux. Donc vous dites qu'elle pourrait être n'importe qui, n'importe où, et nous n'aurions aucun moyen de le savoir? Pas exactement. Ces identités ont été découvertes parce que nous savions qu'il fallait les chercher. Mais oui, elles rendent leur traque beaucoup plus difficile. J'ai quitté le poste de police en me sentant vidé. L'enquête se poursuivait, mais chaque piste semblait se dissoudre dans le néant. Ma mère et ma sœur étaient maintenant des fantômes professionnels, se faufilant à travers les juridictions internationales avec leurs nouvelles identités et des fonds apparemment illimités. En rentrant à mon appartement, j'ai trouvé 3 messages vocaux en attente. Le premier était de Richard Bennett, mon avocat, avec une mise à jour sur les procédures judiciaires internationales. Le deuxième était de l'agent immobilier qui m'aidait à trouver une nouvelle maison de rêve, me demandant si je voulais visiter une propriété qui venait d'arriver sur le marché. Le troisième était de Marcus Wilson, un partenaire commercial potentiel avec qui j'étais en pourparlers avant le vol. Son message était poli mais clair, compte tenu des récentes, complications dans votre situation personnelle, je pense qu'il est préférable que nous mettions nos discussions en attente pour le moment. Appelez-moi quand les choses se seront calmées. Ce n'était pas la première opportunité professionnelle qui s'était évaporée depuis que la nouvelle du vol s'était répandue. Un portrait dans Tech Innovator Monthly avait été discrètement annulé. Des conférences étaient reprogrammées. D'anciens collègues qui avaient été désireux de discuter de collaborations potentielles avaient soudainement des calendriers pleins. Le monde de la technologie, malgré tous ces discours sur la disruption et la prise de risque, était profondément conservateur en matière d'instabilité personnelle. Personne ne voulait s'associer à quelqu'un dont le jugement était si publiquement remis en question. Après tout, si je ne pouvais pas protéger mes propres biens de ma famille, comment pouvais-je être digne de confiance avec l'argent des investisseurs ou des partenariats industriels sensibles? Le point de rupture est survenu ce soir-là lorsque Jason est rentré du travail, son expression soigneusement neutre alors qu'il posait son sac d'ordinateur portable sur le comptoir. J'ai reçu un appel de la détective Martinez aujourd'hui, a-t-il dit. Elle voulait savoir si j'avais eu des nouvelles de votre mère ou de votre sœur. Et en avais-tu eu? La question est sortie plus sèchement que je ne l'avais prévu. Son visage s'est durci. Bien sûr que non. Mais le fait que tu poses même cette question en dit long sur où nous en sommes en ce moment. Où nous en sommes? Oui, Mackenzie, où nous en sommes, a-t-il fait un geste entre nous. Tu ne dors pas, tu manges à peine, tu passes chaque instant de veille soit à parler à la détective ou à cet avocat, soit à faire défiler les réglementations bancaires internationales. Quand avons-nous eu pour la dernière fois une conversation qui ne portait pas sur le vol? J'ai essayé de me souvenir mais je n'ai pas pu. Le vol était devenu mon monde entier, la poursuite de la justice mon seul but. Elles ont volé 10 millions de dollars, Jason. Qu'est-ce que je suis censé faire, juste laisser tomber? Non,
Mais tu dois trouver un moyen de vivre pendant que tu gères ça. Ça fait 6 semaines, et tu es toujours exactement au même point émotionnellement que le jour où c'est arrivé. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de regarder la femme que j'aime disparaître dans ce trou noir d'obsession et d'être complètement impuissant à l'aider. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai essayé d'être patient. J'ai essayé d'être un soutien. Mais tu ne me laisses pas entrer, Mac. Tu fermes la porte à chaque tentative que je fais pour me connecter à toi. Je me suis senti sur la défensive, la colère montant. Alors c'est de ma faute? Je suis la victime ici. Oui, tu le es, mais tu utilises ça comme une excuse pour repousser tous ceux qui tiennent à toi. Tes amis ont arrêté d'appeler parce que tu ne réponds jamais à leurs messages. Tu as refusé toutes les invitations à sortir de cet appartement. Et quand j'essaie de parler de quoi que ce soit d'autre que du vol, tu te renfermes ou tu trouves un moyen d'y revenir. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison, mais l'admettre ressemblait à une autre reddition, une autre perte que je ne pouvais pas me permettre. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ai-je demandé, ma voix faible. Jason passa une main dans ses cheveux. Je veux que tu décides s'il y a de la place dans ta vie pour autre chose que cette poursuite. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. Est-ce que tu me poses un ultimatum? Je demande de l'honnêteté, Mackenzie. Peux-tu voir un avenir au-delà de ça? Peux-tu imaginer un jour où tu ne seras pas consumé par le fait de les retrouver? J'ai ouvert la bouche pour dire oui, pour lui promettre que je pourrais aller de l'avant, mais les mots ne sont pas venus. La vérité, c'est que je ne pouvais pas l'imaginer. La trahison était devenue mon identité, la poursuite était devenue mon but. Je pense que j'ai besoin d'un peu d'espace, a finalement dit Jason dans le silence. Je vais rester chez Greg pendant un moment. Quand tu seras prête à avoir une vie à nouveau, une vraie vie, pas cette attente à appelle-moi. Il a fait un sac pendant que j'étais assise, immobile, sur le canapé, incapable de trouver les mots pour le faire rester, incertaine si je le voulais même. Quand la porte s'est refermée derrière lui, l'appartement a semblé incroyablement vide. J'ai passé cette nuit seule, à regarder le plafond, rejouant chaque instant des 6 dernières semaines, puis remontant en arrière, examinant toute ma relation avec ma mère et ma sœur à travers ce nouveau prisme, souillé. Y avait-il eu des signes depuis le début? Avais-je été volontairement aveugle parce que reconnaître la vérité était trop douloureux? Ou avait-elle vraiment changé, corrompue par la perspective d'une richesse au-delà de leur imagination? Le matin, j'avais touché le fond. Je n'avais pas dormi, je n'avais pas mangé, Jason était parti, ma réputation professionnelle était en lambeaux, l'argent manquait toujours, et malgré des semaines d'enquête internationale, ma mère et ma sœur restaient libres, profitant des fruits de leur trahison. Je me tenais dans ma cuisine, regardant mon reflet dans la fenêtre assombrie. La femme qui me regardait était une étrangère, les yeux cernés, décharnés, vaincue. Ce n'était pas qui j'étais. Ce n'était pas qui je voulais être. Quelque chose devait changer. Je ne savais tout simplement pas quoi ni comment. L'appel qui a tout changé est arrivé à 2h17 du matin, me tirant d'un sommeil agité. J'ai cherché mon téléphone à tâtons, plissant les yeux devant l'écran. Trevor Sullivan, l'un des gardes de sécurité qui m'avait escorté jusqu'à la maison de ma mère ce jour fatidique. Trevor, qu'est-ce qui ne va pas? Ma voix était pâteuse de sommeil. Mademoiselle Walker, je m'excuse de vous appeler si tard, mais je dois vous parler immédiatement, en personne. C'est à propos de votre situation. Complètement réveillée maintenant, je me suis assise. C'est le milieu de la nuit. Est-ce que ça peut attendre jusqu'à demain matin? Non, madame, ça ne peut pas. Ce que j'ai à vous dire ne devrait pas être discuté par téléphone. Je peux être à votre appartement dans 20 minutes. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. D'accord. Je serai là. Exactement 19 minutes plus tard, ma sonnette a retenti. Trevor se tenait dans le couloir, portant toujours son polo de la société de sécurité, son expression grave. Merci de me recevoir, a-t-il dit en le laissant entrer. L'appartement est-il sécurisé? Pas de service de nettoyage ou de personnel d'entretien n'est venu ici récemment? Non, juste moi. De quoi s'agit-il, Trevor? Il a balayé le salon du regard avant de parler. L'argent que votre mère et votre sœur ont pris, n'était pas vrai. Le monde a semblé basculer sur son axe. Quoi? L'argent liquide dans ces sacs était faux. Des contrefaçons sophistiquées, mais fausses néanmoins. Je me suis effondré sur le canapé,
luttant pour traiter ses paroles. C'est impossible. Je l'ai retiré moi-même de la Pacific Northwest Bank. Vous étiez là. Trevor a hoché la tête. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Kyle, mon patron, a un protocole standard pour les transports de grande valeur. Tous les paquets d'argent liquide sont marqués avec des dispositifs de suivi et des bandes de sécurité. Quand nous avons placé les sacs dans le coffre-fort de votre mère, j'ai activé ces systèmes, et les traceurs ont montré que les sacs quittaient la maison de votre mère à 4h12 du matin et se dirigeaient vers un aérodrome privé. Mais voilà le truc, les bandes de sécurité détectent la composition chimique de la monnaie réelle. 2 heures après que les sacs aient quitté la maison de votre mère, les bandes ont enregistré un changement complet de composition. L'argent réel avait été échangé. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à cette révélation. Alors quelqu'un a volé l'argent réel avant que ma mère ne prenne les sacs? Un double vol? Trevor s'est agité, mal à l'aise. Pas exactement. L'échange a eu lieu dans l'installation sécurisée de Kyle la nuit avant que nous ne le livrions à la maison de votre mère. L'argent a été remplacé par des contrefaçons de haute qualité, visuellement impossibles à distinguer de la monnaie réelle. Vous voulez dire que Kyle a volé mon argent? La colère a commencé à remplacer la confusion. Non, mademoiselle Walker, Trevor a pris une profonde inspiration. Je dis que vous avez organisé l'échange vous-même. Pendant un moment, j'ai cru avoir mal entendu. Quoi? 3 jours avant le retrait, vous avez contacté Kyle en privé. Vous avez dit que vous aviez des inquiétudes quant aux intentions de votre mère et que vous vouliez mettre en place un plan de secours. Vous nous avez fait échanger l'argent réel contre des contrefaçons et sécuriser la monnaie authentique dans notre coffre-fort le plus protégé. Ma tête tournait. Trevor, je n'ai jamais fait ça. Je me souviendrai de quelque chose comme ça. Il a sorti de sa poche un document plié. C'est le formulaire d'instruction spéciale que vous avez signé. C'est votre signature, n'est-ce pas? J'ai regardé le papier, ma signature indubitable autorisant exactement ce que Trevor avait décrit. Un souvenir a vacillé, Kyle me prenant à part à la banque, une brève conversation que j'avais considérée comme un protocole de sécurité standard, signant quelque chose sans le lire entièrement au milieu du stress de l'énorme retrait. Je ne me souviens pas de ça spécifiquement, ai-je admis, mais tout était si chaotique ce jour-là. Kyle voulait vous contacter immédiatement après que votre mère ait pris les sacs, mais notre système de surveillance a mal fonctionné. Nous n'avons confirmé que l'échange a eu lieu hier lorsque nous avons fait un diagnostic complet du système. Il m'a envoyé pour vous le dire en personne en raison de la nature sensible de la situation. Donc ma mère et ma sœur ont des sacs remplis de papiers extrêmement convaincants mais finalement sans valeur. Les 10 millions de dollars réels sont dans notre installation sécurisée, attendant vos instructions. Un rire a jailli de quelque part au fond de moi, un son étrange, presque hystérique, que je ne pouvais pas contrôler. Tout ce temps, toute cette angoisse, et ma mère et ma sœur avaient volé des contrefaçons sans valeur. La justice cosmique de la situation était presque trop parfaite pour être crue. J'ai besoin de le voir, ai-je dit quand j'ai enfin pu parler normalement. L'argent réel. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Bien sûr. Je peux vous y emmener maintenant. 2 heures plus tard, je me tenais dans un coffre-fort climatisé sous le siège de la société de sécurité de Kyle, fixant 3 sacs de sport familiers. Les mains tremblantes, j'en ai ouvert un, révélant des liasses de vrais billets de 500 $, exactement comme je m'en souvenais de la banque. Tout est là, a confirmé Kyle, debout à côté de moi. 10 millions de dollars, intacts. Et les dispositifs de suivi dans le faux argent, ai-je demandé, un plan se formant déjà dans mon esprit. Toujours actif. Nous pouvons surveiller le remplacement en temps réel. Il m'a montré une tablette affichant un point clignotant sur une carte, montrant actuellement un mouvement à Monaco. J'ai redressé les épaules, me sentant vraiment éveillé pour la première fois depuis des semaines. Je veux tout ce que vous avez sur leur mouvement. Chaque emplacement, chaque arrêt, chaque transaction que vous pouvez tracer. Mademoiselle Walker, si je peux me permettre, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Un sourire s'est étendu sur mon visage, non pas l'expression brisée et creuse que j'avais portée pendant des semaines, mais quelque chose de plus vif, de plus déterminé. Quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début. Je vais prendre le contrôle de la situation. Au cours des 72 heures suivantes, je suis passé de victime à stratège. J'ai rassemblé une petite équipe de confiance, Kyle pour l'expertise en sécurité, la détective Martinez, qui était initialement sceptique mais rapidement convaincue par les preuves, Ale Winters,
mon ancienne directrice des opérations et amie la plus proche, et Richard Bennett, mon avocat, qui a aidé à naviguer dans les complexités juridiques internationales. Nous nous sommes réunis dans une salle de conférence dans les locaux de Kyle, entourés de cartes, de dossiers financiers et de photos de surveillance. Les données de suivi de l'argent contrefait nous ont donné une image détaillée des mouvements de ma mère et de ma sœur à travers l'Europe et l'Asie, ai-je expliqué, en montrant la carte. Après Singapour, elles sont allées à Dubaï, puis à Monaco. Maintenant, elles sont à Nice. Elles séjournent dans des hôtels 5 étoiles, font du shopping dans des boutiques de luxe, dînent dans des restaurants étoilés au Michelin. Elles dépensent ce qu'elles pensent être mon argent aussi vite que possible. Sur la base de leur rythme de dépenses actuel, elles auraient épuisé les 10 millions de dollars en 18 mois, a noté Haley, en analysant les données financières que nous avions compilées. Elles ne font pas que dépenser, a ajouté la détective Martinez. Elles s'affichent. Regardez ces comptes de médias sociaux que nous avons identifiés. Elle a affiché plusieurs profils Instagram montrant des photos soigneusement cadrées de produits de luxe, de lieux exotiques et de toasts au champagne. Bien que les visages ne soient jamais clairement visibles, j'ai reconnu les mains de ma mère, la posture distinctive de ma sœur. Elles veulent que je le voie, ai-je réalisé. Elles pensent que je suis en train de suivre ces comptes, de les regarder profiter de ce qu'elles m'ont volé. Ce qui nous donne un avantage, a dit Kyle. Elles sont prévisibles. Sur la base de leurs publications sur les réseaux sociaux et de leurs habitudes de dépenses, nous pensons qu'elles se dirigent vers Milan ensuite, y arrivant probablement dans les 3 jours. Alors c'est là que nous les attendrons, ai-je décidé. Je veux voir leur visage quand elles réaliseront ce qu'elles ont réellement pris. Le plan s'est mis en place avec une précision militaire. Des enquêteurs privés en France ont confirmé que ma mère et ma sœur avaient réservé des vols pour Milan. Des réservations d'hôtels ont été découvertes sous leur fausse identité à l'exclusif Palazzo Peri. Richard a organisé la coopération des autorités financières italiennes, intéressées par le mouvement de la fausse monnaie. 5 jours plus tard, j'étais assise dans un siège de première classe à destination de Milan, Haley à mes côtés, révisant notre stratégie une dernière fois. Pour la première fois depuis le vol, j'ai ressenti quelque chose comme la paix, non pas parce que j'étais sur le point d'affronter les personnes qui m'avaient trahi, mais parce que j'avais repris mon autonomie, mon pouvoir. Tu es nerveuse, a demandé Haley alors que notre avion commençait sa descente. J'ai examiné la question attentivement. Non, ai-je répondu, me surprenant par la vérité de cette affirmation. Je suis prête. Milan nous a accueillis avec un soleil inhabituellement chaud et un ciel bleu clair, comme si l'univers lui-même approuvait ce qui allait se dérouler. Notre équipe a établi un centre de commandement dans une suite d'un hôtel près du Palazzo Peri, où la surveillance de Kyle a confirmé que ma mère et ma sœur s'étaient enregistrées ce matin-là. Elles ont réservé une table pour le dîner au restaurant La Sciola pour 20 heures, nous a informé la détective Martinez, en examinant les renseignements recueillis par nos homologues italiens. Table privée à l'arrière. Champagne précommandé. Parfait, ai-je dit, en étudiant le plan du restaurant. Nous les confronterons là-bas. Assez public pour qu'elles ne puissent pas faire de scène, assez privé pour ce qui doit être dit. Richard Bennett a ajusté sa cravate nerveusement. Rappelez-vous, nous avons les autorités financières italiennes en attente. Une fois que nous aurons confirmé que les billets contrefaits sont en leur possession, elles interviendront. J'ai hoché la tête, mais un calme étrange s'était installé en moi. La fureur qui m'avait animé pendant des semaines s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus concentré. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de clore le chapitre, de reprendre mon récit. À 20h15 précise, je suis entré dans la Sciola, vêtu d'une simple robe noire, les cheveux tirés en une queue de cheval lisse. Haley et Kyle se sont positionnés au bar. La détective Martinez attendait à l'extérieur avec les autorités italiennes, et Richard est resté au centre de commandement, coordonnant notre réponse juridique. Je les ai repérés immédiatement. Ma mère portait une robe de créateur vert émeraude que je n'avais jamais vue auparavant, ses cheveux nouvellement auburn élégamment coiffés. Rebecca était drapée dans ce qui semblait être du Chanel, des boucles d'oreilles en diamant attrapant la lumière alors qu'elle riait de quelque chose sur son téléphone. Sur la table entre elles se trouvait une bouteille de Dom Pérignon ouverte et un sac à main Hermès noir qui contenait probablement une partie de l'argent contrefait. Elles ne m'ont pas remarqué jusqu'à ce que je sois debout juste à côté de leur table. De la place pour une personne de plus ? Ai-je demandé calmement. La transformation de leurs expressions aurait été comique dans d'autres circonstances. Le choc, la peur et la confusion se sont succédés sur leurs visages alors qu'elles prenaient conscience de ma présence.
Mackenzie, la voix de ma mère était à peine un murmure. Comment nous as-tu trouvés? Ce n'était pas difficile. Vous n'avez pas vraiment été subtil. J'ai tiré une chaise et me suis assise, signalant au serveur qui planait que tout allait bien. Jolie robe, au fait. Valentino? Rebecca s'est remise la première, son expression se durcissant. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens supplier pour récupérer ton argent? J'ai souri, le calme en moi s'approfondissant. En fait, je suis venu demander comment vous appréciez de le dépenser. Est-ce que c'est tout ce dont vous rêviez? Les yeux de ma mère se sont plissés de suspicion. À quel jeu joues-tu? Pas de jeu. Je suis sincèrement curieuse. 10 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que ça en valait la peine? De détruire notre famille? De devenir des fugitives? De jeter à la poubelle le moindre lambeau d'intégrité qu'il vous restait peut-être? Rebecca a ri, bien que cela sonne forcé. Garde ton discours moralisateur, Mackenzie. Tu peux gagner 10 autres millions avec ta précieuse entreprise. C'était notre seule chance d'avoir la vie que nous méritons. La vie que vous méritez, ai-je répété pensivement. Et qu'est-ce que vous pensez que c'est, exactement? La liberté, a dit ma mère, retrouvant sa voix. La liberté de ne plus lutter, de ne plus être à une urgence près de la catastrophe. De te regarder réussir pendant que nous. Pendant que vous quoi? Viviez dans la maison que je vous ai achetée? Acceptiez la location mensuelle que je vous versais? M'appeliez à chaque fois que vous aviez besoin d'argent pour une autre crise auto-infligée. Les mots sont sortis plus brusquement que je ne le voulais, et j'ai pris une inspiration, me recentrant. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que je suis ici. J'ai attrapé le sac à main de Rebecca, ignorant sa protestation alors que je l'ouvrais et en retirais une liasse de billets. Savez-vous ce qu'il y a de spécial avec les billets de 500 $? Elles ont échangé des regards confus. Ils sont assez rares pour que la plupart des gens n'en aient jamais manipulé, ce qui les rend parfaits pour la contrefaçon, si vous savez ce que vous faites. J'ai tenu la liasse à la lumière, leur montrant le filigrane. Des faux de haute qualité. Presque impossible à détecter sans équipement spécial. Le sang a quitté le visage de ma mère. De quoi parles-tu? L'argent que vous avez volé. Il est faux. Chaque billet, sans valeur. Rebecca m'a arraché la liasse des mains. Tu mens. Nous le dépensons depuis des semaines. De petites sommes, dans des zones touristiques où les caissiers ne regardent pas de trop près, ou dans des magasins de luxe où ils étaient distraits par votre richesse apparente. Mais essayez de déposer une somme importante dans une banque. Essayez d'acheter une propriété. Ça ne marchera pas. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle attrapait son verre de vin. Je ne te crois pas. L'argent réel n'a jamais quitté le coffre-fort de la société de sécurité. Il est toujours là, les 10 millions de dollars, attendant que je l'utilise comme prévu. C'est impossible, a sifflé Rebecca. Nous l'avons pris nous-mêmes du coffre-fort. Après qu'il ait été échangé contre des contrefaçons. Oui. Je me suis penché en avant. Pensiez-vous vraiment que je laisserais autant d'argent liquide non sécurisé sans un plan de secours? Je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne voulais pas croire que c'était vous, mais je me suis protégé quand même. La vérité de mes paroles s'est inscrite sur leurs expressions, une horreur naissante mêlée d'incrédulité. Rebecca a commencé à fouiller frénétiquement dans son sac, examinant les billets de plus près. Même si c'est vrai, a dit ma mère, la voix chancelante, tu ne peux pas prouver que nous l'avons pris. Ce serait ta parole contre la nôtre. Cela aurait pu être vrai, sauf pour les dispositifs de suivi intégrés dans les billets contrefaits, des dispositifs qui ont enregistré vos mouvements à travers 3 continents. J'ai fait un geste subtil vers l'entrée, où la détective Martinez se tenait maintenant avec 2 officiers italiens. Les autorités savent exactement où vous avez été et ce que vous avez fait. Le visage de Rebecca s'est décomposé. Tu nous as tendu un piège. Non, les jeux corrigeaient doucement. Vous vous êtes tendu un piège à vous-même au moment où vous avez décidé de me voler. Ce qui a suivi a été étonnamment anticlimatique. Les officiers italiens se sont approchés discrètement, montrant leur badge et demandant que nous venions tous avec eux. Ma mère et ma sœur ont été séparées pour interrogatoire, leur chambre d'hôtel fouillée, révélant près de 7 millions de dollars en billets contrefaits qu'elles n'avaient pas encore dépensés. Dans une salle d'interrogatoire stérile de la division des crimes financiers de Milan, je me suis assise en face de ma mère pour ce que je savais être la dernière fois.
Sa robe de créateur semblait déplacée contre le mobilier institutionnel, son maquillage soigneusement appliqué maculé par les larmes. Pourquoi? Ai-je simplement demandé. Je vous ai donné tout ce que vous avez toujours demandé. Qu'est-ce qui vous a fait penser que vous méritiez tout? Elle ne voulait pas croiser mon regard. Tu fais comme si c'était si simple. C'est simple, maman. Tu es ma mère. Je t'aimais. Je te faisais confiance. Et tu avais tout. Les mots ont jailli d'elle comme s'ils avaient été retenus pendant des années. Tout est toujours venu si facilement. Les bonnes notes, les bourses, le succès. Sais-tu ce que c'est de regarder ton enfant te surpasser de toutes les manières possibles? De devenir le cas de charité dans la vie parfaite de ta fille? Je ne t'ai jamais vu de cette façon. Je voulais partager mon succès avec toi, avec vous deux. Selon tes conditions, a-t-elle rétorqué amèrement. Ton argent, tes règles, ton jugement constant sur la façon dont nous vivions nos vies. J'ai réfléchi à cela, me demandant s'il y avait une part de vérité dans sa perception que je n'avais pas reconnue. Peut-être y avait-il des moments où j'étais contrôlante avec l'aide que j'offrais. Mais me voler, le planifier pendant des mois, ce n'est pas une réponse à un comportement de contrôle. C'est quelque chose de bien plus sombre. Elle n'avait pas de réponse à cela. Dans une autre pièce, Rebecca était plus loquace avec la détective Martinez, espérant peut-être de la clémence. Elle a détaillé comment notre mère avait d'abord proposé l'idée après avoir appris l'acquisition de mon entreprise, comment elles avaient recherché des moyens de disparaître avec de grosses sommes d'argent, s'étaient entraînées à ouvrir le coffre-fort quand je n'étais pas là, et avaient soigneusement cultivé leur histoire de couverture sur la réunion du club de jardinage. Les procédures judiciaires ont été complexes et se sont étendues sur plusieurs juridictions. Finalement, toutes deux ont été inculpées pour vol, possession de monnaie contrefaite et fraude. Ma mère a été condamnée à 5 ans de prison, Rebecca à 3 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. La question de savoir s'il fallait porter plainte avait été déchirante. Richard et la détective Martinez m'ont tous deux conseillé de le faire, arguant que sans conséquence, elle pourrait cibler quelqu'un d'autre à l'avenir. Finalement, j'ai accepté, bien que j'ai refusé de fournir des déclarations sur les répercussions pour la victime qui aurait pu allonger leur peine. Elles ont tout perdu ce qui compte, ai-je dit à Richard alors que nous finalisions la paperasse. Leur liberté, leur relation avec moi, leur crédibilité. C'est une punition suffisante. 3 mois après la confrontation à Milan, j'ai finalement finalisé l'achat de la maison de mes rêves, non pas le manoir de verre et d'acier que j'avais initialement convoité, mais une propriété chaleureuse et accueillante sur un terrain boisé surplombant la ville. Elle avait moins de chambres mais plus de caractère, des porches enveloppants parfaits pour le café du matin, et un sentiment de sécurité dont j'avais désespérément besoin. Jason était revenu après notre confrontation à Milan, sa fierté quant à la façon dont j'avais géré la situation ravivant ce qui s'était estompé entre nous. Nous reconstruisions, lentement, avec des rendez-vous réguliers et un rendez-vous permanent avec un thérapeute de couple qui nous aidait à traiter le traumatisme des derniers mois. Tu sais ce qui est ironique, lui ai-je dit un soir alors que nous étions assis sur la balançoire du porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or. Si elles avaient juste demandé, je leur aurais donné de l'argent. Pas 10 millions de dollars, mais assez pour changer leur vie pour le mieux. Le bras de Jason s'est resserré autour de mes épaules. Certaines personnes ne peuvent pas demander. Prendre leur donne une impression de pouvoir, surtout quand demander signifierait reconnaître que tu avais quelque chose dont elles avaient besoin. Je ne suis pas sûr de le comprendre un jour complètement, ai-je admis, mais j'apprends à vivre avec les questions. Et c'était le cas. Les cauchemars s'étaient calmés. J'étais retourné au travail, lançant une société de conseil qui me permettait de mettre à profit mon expertise technique sans la pression dévorante de diriger une start-up. J'avais renoué avec des amis négligés pendant ma poursuite obsessionnelle et trouvé une force inattendue dans la vulnérabilité en partageant mon histoire. Peut-être plus important encore, j'avais réappris à faire confiance prudemment, sagement, mais sincèrement. La trahison ne m'avait pas défini, elle avait simplement éclairé qui je deviendrais ensuite. Tu sais, a dit Jason, rompant le silence confortable entre nous, la plupart des gens auraient été détruits par ce qui t'est arrivé. Mais tu as retourné la situation. Tu es plus forte maintenant qu'avant. J'ai réfléchi à cela, regardant les derniers rayons de soleil disparaître au-delà de l'horizon. Pas plus forte, les jeux corrigés doucement. Juste plus moi-même. Plus certaine de ce qui compte. Ce qui comptait, ai-je découvert, ce n'était pas l'argent ni même la justice que j'avais obtenue.
C'était la capacité à faire face à la trahison sans devenir amer, à chercher la vérité sans perdre la compassion, à reconstruire sans oublier les leçons de ce qui avait été brisé. Alors que l'obscurité s'installait autour de nous, je me suis sentie sincèrement reconnaissante non pas pour ce qui s'était passé, mais pour ce que cela avait révélé, ma propre résilience, la loyauté de ceux qui m'avaient soutenu, et la profonde compréhension que si la confiance pouvait être brisée, elle pouvait aussi être reconstruite, plus forte et plus sage qu'auparavant. J'ai partagé cette histoire non pas pour satisfaire la curiosité de quiconque sur les drames familiaux ou la criminalité financière, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu une trahison dans leur propre vie, peut-être pas à cette échelle, mais douloureuse néanmoins. Si mon expérience offre un quelconque réconfort ou sagesse, c'est ceci: la trahison vous dit tout sur le traître et rien sur votre propre valeur. Avez-vous déjà vécu une trahison qui vous a finalement rendu plus fort? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour rejoindre notre communauté de survivants résilients. Rappelez-vous, parfois les plus grands rebondissements de nos vies mènent aux plus belles réécritures de nos histoires. Merci de m'avoir écouté, et jusqu'à la prochaine fois, faites confiance avec sagesse, mais n'arrêtez jamais de faire confiance complètement.